Voilà, attention, hein, je ne suis pas encore en mode « on va tous mourir dans d'atroces souffrances ». Pas encore. Mais franchement, je me fais juste une réflexion. Quand je vois le niveau d'optimisme des marchés en ce moment, j'ai comme une petite envie de me rouler en boule sous la table en position fétale et d'attendre que ça passe. Parce que très honnêtement, entre Trump qui distribue des tarifs douaniers comme des sucettes dans un camp de scouts, le Japon qui vacille, la Chine qui s'énerve, l'Ukraine qui cherche Moscou peut-être un peu trop sur ses terres, les taux qui foutent la trouille et les investisseurs qui s'en foutent royalement, on est plus proche d'une parodie d'économie que d'un marché efficient. Et pourtant, malgré tout ça, eh bien, ça monte encore et toujours, comme si strictement rien à foutre était devenu une stratégie d'investissement collective. Alors, je ne veux pas jouer les prophètes de l'apocalypse, en tout cas pas encore, mais il y a des matins où j'ai quand même du mal à me convaincre que tout roule, que l'avenir s'annonce comme une immense kermesse où on sert du Dom Pérignon et du caviar à volonté. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Baillet et nous sommes ce matin le 3 juin 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Pourtant, cette kermesse où on sert du Dom Pérignon et du caviar à volonté, c'est exactement le film que les marchés sont en train de se projeter. Une comédie romantique avec happy end garantie où même les zombies de la tech trouvent l'amour grâce à l'intelligence artificielle. Je comprends qu'on puisse rêver, je comprends même qu'on ait envie de croire que certains secteurs vont connaître une croissance tellement verticale qu'on envisagerait presque de revendre la maison de famille pour charger du quantum computing à la louche dans le portefeuille. Mais là où je décroche, c'est quand l'optimisme vire au déni pur, une espèce de transe collective où tout le monde s'enfile des œillères taille maximale pour ne surtout pas voir que tout est en train de cramer autour de nous. En tout cas, menace de cramer autour de nous. Et si je vous raconte tout ça, c'est évidemment pas pour faire de la poésie, c'est juste pour mettre en perspective ce qu'on vient de vivre ces derniers jours. Parce que quand je mets dans le même saladier les alertes sur la dette japonaise, le 20 ans US qui fait un flop à l'émission, le downgrade de la dette américaine par Moody's, Trump qui balance des taxes à la volée comme un curé distribue des hosties, même si j'ai jamais vu une hostie de près, ni un curé d'ailleurs, Trump toujours qui retourne sa veste toutes les 24 heures, le déficit US qui gonfle comme un ballon de baudruche, les décisions commerciales bloquées par les juges, les Ukrainiens qui bombardent la Russie pratiquement jusqu'à Moscou, l'OTAN qui fait un clin d'œil à Kiev pour les pousser à rentrer dans le club, et la Chine qui commence à se raidir militairement pendant que le commerce est en train de prendre l'eau. Moi, à ce moment-là, quand je regarde ça, j'ai pas forcément envie d'ouvrir un compte chez Robinhood, j'ai plutôt envie de me mettre en PLS en attendant que les choses s'améliorent avec un casque anti-bruit et une couverture pour bien rester au chaud, parce que l'idée qu'on puisse, dans ce contexte, lever des fonds pour investir massivement dans l'avenir radio de l'intelligence artificielle, comment dire ? Là, tout de suite, j'ai l'impression que ça frôle le syndrome de Stockholm boursier. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. On est en mode, même pas mal, ou plutôt, comme on pourrait dire de manière plus légère, strictement rien à foutre. Sérieusement, je m'intéresse vraiment. Hier matin encore, on commence la semaine avec un Trump qui insulte la Chine en conférence de presse et Pékin qui répond « Nous aussi, on peut jouer au con ». Malgré ce tableau d'ambiance, façon début de guerre froide sous stéroïdes, les mecs, ils achètent quand même la fleur au fusil sans jamais se poser la moindre question. Genre, tiens, si je rentrais longue sur le S&P parce qu'ils vont sûrement baisser les taux pour éviter une récession, logique implacable ou plutôt absence totale de logique, je ne sais pas, mais certitude absolue que tout va bien se passer. Depuis cette fameuse gifle, cette fameuse tarte dans la gueule du 2 avril, le jour où la moitié des gérants voulaient vendre leur portefeuille pour se barrer et élever des brebis dans le Larzac, depuis ce jour-là, il semble qu'on ait basculé dans un monde parallèle. Un monde où la moindre mauvaise nouvelle, ou même un florilège de très mauvaises nouvelles, est reçu comme un signal d'achat parce que maintenant, les gens sont convaincus qu'il n'y a plus de risque et que ceux qui restent seront vite réglés. Taco trade, qu'ils appellent ça. Et franchement, hier matin, on aurait pu s'attendre à un petit moment de lucidité collective. Alors pas une panique, mais juste un petit brin de réalisme. Tension sino-américaine à fond les manettes, Trump qui souffle le chaud, le froid et le napalm, l'Ukraine qui envoie des salves en plein territoire russe, le marché obligataire qui tousse comme un fumeur asthmatique. Bref, il y avait matière à flipper un tout petit peu, mais juste un tout petit peu. Un S&P à moins 1,7% aurait été parfaitement logique. Personne n'aurait trouvé rien à redire. Mais non,
Pas du tout, pas du tout. Le S&P finit en territoire positif, le Nasdaq grimpe de 0,67%, le SOX, oui, l'indice des semi-conducteurs prend 1,57% et vient lécher sa moyenne mobile des 200 jours comme si de rien n'était. Là, on est en plein délire haussier, si profond qu'on n'arrive même plus à se souvenir que le risque, ça existe, et que ça a existé, et que ça peut exister. Plus rien ne freine, tout est prétexte à monter, et le pire, c'est pas que j'ai raté la hausse ou que je suis complètement short et que je suis en train de me faire défoncer. Non, ce qui me fout la trouille, c'est cette croyance aveugle que quoi qu'il arrive, Trump aura une solution, que la Fed aura un bouton magique et que le marché montera toujours. Ça, pour moi, c'est hyper flippant. Alors oui, bien sûr, on commence à piger le jeu, hein. Le scénario de la hausse est désormais bien balisé. Trump balance une salve, tape fort, fait le coq, puis il revient la queue entre les jambes, la main sur le cœur et le sourire de celui qui aimerait bien partager un tête-à-tête diplomatique avec Ursula von der Pfizer. Et tout le monde parie que d'ici 24 ou 48 heures, notre bon Donald va nous pondre une déclaration lunaire où Xi Jinping deviendra son BFF, Best Friend Forever, et où la guerre commerciale se transformera en garde une partie diplomatique. D'ailleurs, faut pas se leurrer, hein, ces équipes ont déjà commencé à lancer la propagande. Trump veut absolument parler à Xi. Donc je vous parie que d'ici 48 heures, il lui aura parlé au téléphone et tout sera oublié. Donc forcément, tout va finir en happy end. Évidemment, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Enfin, se marièrent, c'est pas sûr. Alors, admettons, imaginons que le 9 juillet, l'Europe s'agenouille, que la Chine et les USA signent un pacte d'amour économique éternel et que Trump passe une semaine sur deux à jouer au golf avec Xi pendant que le reste du monde les regarde roucouler. Admettons. Mais si jamais, par un malencontreux hasard, un malencontreux concours de circonstances, les tarifs douaniers mis en place foutent quand même un coup de chaud à l'inflation, si les créations d'emplois se barraient soudainement au courant, si l'inflation venait à redécoller, si la consommation ralentissait, et si, horreur ultime, la Fed ne peut pas baisser les taux, voire pire, elle doit les remonter. Alors là, le château de cartes, il aurait vraiment une sale gueule. Et si en plus, ces jolis droits de douane ne rapportent finalement pas grand-chose pendant que le déficit américain continue de gonfler comme un ballon de baudruche prêt à éclater, si les rendements des treasuries flirtent avec les 5, 5,5 voire 6%, que les obligations anciennes deviennent des boulets toxiques dans les bilans bancaires et que les premières dépréciations massives commencent à pleuvoir à l'automne, ça devient un tout petit peu moche. Et puis cette réalité très très moche, elle n'est pas non plus hyper loin, elle n'est pas non plus très très distante, elle est plausible. D'ailleurs, regardez le Japon. C'est plus une hypothèse à ce niveau-là, c'est déjà arrivé. Les obligations d'État japonaises à 30 ans ont perdu 45% de leur valeur depuis 2019. Ouais, 45%. C'est plus un drawdown, là, c'est Hiroshima dans un tableau Bloomberg. Pourquoi ça? Bah évidemment parce que les taux à 30 ans ont pris 275 points de base, 2,75% depuis quelques années. Résultat logique, les prix s'effondrent. On est à 2 doigts du plus haut historique en termes de rendement depuis le lancement de ces obligations en 2007. Et rien que sur les 12 derniers mois, c'est plus 1% de rendement. J'ose même pas imaginer la gueule des portefeuilles concernés. Et puis ça touche pas les fonds hyper spéculatifs bourrés de Dogecoin et les mecs qui sont hyper agressifs. Non, ça touche les plus grosses compagnies d'assurance du pays. Je parle du Japon, là. Les 4 mastodontes de l'assurance nippone se mangent des pertes latentes d'une ampleur qu'on n'avait jamais vue. Elles ont été multipliées par 4 en un an pour atteindre plus de 60 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Des pertes sur de la dette d'État japonaise censée être aussi safe qu'un lingot d'or. Sauf que quand les taux montent, les vieilles obligations à rendement pourri se prennent une méga baffe. Et quand ça fait 30 ans que tu vis dans une économie sous perfusion à taux zéro, le réveil te pousse à te demander si finalement le seppuku n'est pas une bonne option. Le marché obligataire japonais est en train de se fissurer, littéralement, et comme le Japon, c'est pas exactement le Luxembourg, on parle d'un acteur systémique. S'il éternue trop fort, il y a des chances que Wall Street chope la grippe et que Francfort tombe dans le coma. Non, parce que si jamais les dominos commencent à tomber côté japonais, les pays gavés de dettes ultra longues pourraient bien sentir un tout petit peu le vent du boulet. Le Japon a joué avec le feu des taux zéro pendant 3 décennies. Aujourd'hui, les taux remontent et la note, l'addition, elle arrive sur la table. Et c'est pas une addition, c'est un tsunami thermonucléaire. Et si je parle de ça, c'est pas juste pour faire peur, c'est parce que ce genre de scénario, c'est pas non plus exclu aux États-Unis non plus. Alors oui, pour le moment, c'est pas aussi violent et la structure est un peu différente. Mais les premiers cadavres vont commencer à appuyer au travers de la maquette et des bilans bancaires. Et nous, pendant ce temps, on se dit qu'il suffirait tout simplement que Powell sorte le bazooka, baisse les taux de 200 points de base et zou, tout le monde est sauvé. C'est d'ailleurs ce que Trump espère. Mais est-ce que Powell le peut vraiment? C'est quoi le vrai prix des droits de douane dans le CPI ou dans le PCE? Et s'il baisse trop vite, trop fort les taux, est-ce qu'on ne risque pas de foutre encore plus le bordel dans une économie qui est déjà méga tendue? Bon, franchement,
on va pas tout creuser le sujet aujourd'hui en détail parce qu'il faut bien un peu garder de réserve pour plus tard. Mais quand même, c'est assez fou de voir les marchés US qui refusent de baisser alors que tous les signaux clignotent comme un sapin de Noël branché sur une prise de 380 volts. Et je ne parle même pas du fond. Est-ce qu'un taco trade à lui tout seul peut vraiment sauver l'économie mondiale? Est-ce qu'on va se sortir d'affaire avec une stratégie gribouillée sur un coin de table un soir de beuverie? Et en plus, petite piqûre de rappel, le taco trade, c'est pas Trump qui l'a inventé. Et ça l'énerve grave qu'on le prenne pour une girouette douanière. Le type n'a pas du tout, mais pas du tout apprécié qu'on l'accuse de jeter des menaces comme des pétards mouillés avant de s'éclipser en disant « C'était pour rire !» Alors imaginez juste 2 secondes, s'il décide la prochaine fois de ne pas plier, de ne rien lâcher, à la Chine par exemple, est-ce que vous croyez vraiment que ce sont les Chinois qui vont se coucher et supplier Trump de lui filer un deal? J'en suis pas sûr. Mais alors vraiment pas sûr du tout. Enfin pendant ce temps-là, en Europe, on nous dit que les marchés sont stressés par la guerre commerciale. Résultat, Paris baisse de 0,19%, Francfort de 0,28%. Ouh, ça sent la grosse panique, hein. Franchement, si c'est ça la part, on peut dormir tranquille, hein. De l'autre côté de l'Atlantique, les mecs remontaient dans le vert en partant du principe que, comme d'habitude, Trump allait chicken out et que tout irait bien dans le meilleur des mondes. Espérons juste qu'ils ont raison, parce que si un jour Trump décide que cette fois, eh ben non, il ne recule pas, on risque de se réveiller avec une sacrée gueule de bois. Ce matin, les marchés asiatiques ont démarré la séance avec cette attitude très tendance du moment j'y vais mais j'ai peur. Oui, ça monte sur tous les technos. Hong Kong gagne 1,1%. Le Nikkei s'offre un petit 0,2%. Tout ça dans le sillage du rebond kamikaze de Wall Street et de cette forme olympique des indices américains qui ont l'air aussi invincibles qu'une alliance entre Iron Man, Thor et la Fed. Mais en parallèle, il faut pas non plus s'imaginer une euphorie délirante. L'ambiance est toujours vachement plombée par l'épée de Damoclès made in Trump. Autrement dit, les droits de douane qui planent au-dessus de nos têtes comme un drone armé. Les techs asiatiques, comme on nous le dit, respirent un petit peu grâce à la détente sur les taux américains. Enfin, détente, il faut le dire vite, hein. Le 10 ans américain reste quand même au-dessus des 4,43, ce qui fait pas vraiment rêver dans l'immédiat. Les semi-conducteurs, eux, continuent de surfer sur la vague IA. TSMC grimpe de 1%, malgré des propos pas franchement rassurants de la part du CEO, qui reconnaît que les tarifs, ça va être compliqué, mais heureusement, l'intelligence artificielle sauve tout chez TSMC. En Chine, on a rouvert les marchés après un long week-end, mais l'enthousiasme, lui, il est resté en vacances. Le CSI 300 et les Shanghai Composite sont mous, plombés par le climat commercial. Et si on regarde un petit peu à l'intérieur, c'est pas la joie. L'indice Caixin manufacturier est tombé à 48,3, le plus bas niveau depuis septembre 2022. Commande et export en chute libre, demande intérieure en panne, emploi en recul, stock en surpoids. Même l'indice officiel confirme la 2e contraction d'affilée. Bref, l'usine du monde tous s'avère, et c'est pas un petit rhume, ça frise quand même la bronchopneumonie. Et puis pendant ce temps-là, entre 2 secousses macroéconomiques, le monde médical reprend du poil de la bête. Moderna a obtenu le feu vert de la FDA pour un nouveau vaccin Covid. Oui, le retour de la revanche du variant oublié de l'été prochain. BioNTech décroche un jackpot de 1,5 milliard cash avec Bristol Myers pour un traitement anti-cancer avec un potentiel de 7,6 milliards si tout se passe bien. Sanofi n'est pas en reste puisqu'ils ont acheté Blueprint Medicine pour 9,5 milliards, histoire de muscler le portefeuille immunothérapie. Et Boeing, qui ne fait pas du médical, au cas où vous n'étiez pas au courant, et qui autrefois était le paria des airs, devient subitement le golden boy de la cote. Upgrade chez Bank of America, objectif 260, et en prime, nouvelle pièce maîtresse dans les tractations commerciales de Trump. C'est ce que tout le monde répète, c'est devenu la nouvelle star du marché américain. Mais la vedette absolue d'hier, c'était Applied Digital, que vous ne connaissez pas, moi non plus d'ailleurs, qui s'est envolé de 52% en une seule séance. Pourquoi? 2 contrats de 15 ans avec CoreWeave pour héberger 250 MW d'intelligence artificielle dans Dakota du Nord. Chiffre d'affaires attendu 7 milliards. Résultat, le titre passe de 3,30 à 10,14 en un mois. Comme quoi, quand on branche l'IA à une prise de courant, ça chauffe super vite. Et maintenant, on enchaîne avec les chiffres du jour. CPI suisse et européen à surveiller. Ce soir, il y aura également place aux JOLTS américains, les fameuses offres d'emploi qui ouvrent le bal des statistiques du marché de l'emploi. On attend 7,1 millions de postes à repourvoir. Les futurs, eux, piquent un peu du nez, moins 0,3% ce matin, comme si le marché avait un petit regret post-cuite après la folle remontée d'hier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre marché suspendu dans le vide, investisseurs qui s'en foutent royalement et géopolitique en mode poudrière, on avance sur un fil aussi fin que la patience de Trump. Alors prudence et mère de sûreté, et si ça veut vraiment pas baisser, c'est que ça ne baissera plus jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette plongée dans le monde merveilleux de la schizophrénie boursière, et pensez à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker, à commenter, même pour vous plaindre, et surtout à partager à vos amis qui pensent encore que l'économie c'est un long fleuve tranquille. Et dites-vous bien une chose, la bourse c'est pas une science exacte, c'est un film d'action avec des rebondissements improbables, et Trump,
dans le rôle principal. On se retrouve demain matin, même heure et même endroit. Profitez bien, belle journée. Bye bye.